Salam à tous, bienvenue sur Nour TV, Nour Info. Voici les titres de cette actualité. Clôture du forum panafricain sur la culture de la paix en Afrique, initié par la fondation Omar Bongo Ondimba. Une cérémonie qui a vu la présence de plusieurs personnalités, nous diront nos reporters dans cette session d'information. Voici tout pour les titres. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et merci d'être parmi nous. La sourate El-Kahf, sourate fortement recommandée le jour du mois, disent certains savants du Coran. Le chapitre La Caverne comporte plusieurs mérites durant sa lecture le grand jour du rassemblement de la communauté musulmane. Reportage. Kahf, en français caverne, est une sourate révélée à la Mecque à cause de son 9e verset. Rempli d'histoire et d'enseignements, ce chapitre du Coran a elle aussi un poids dans la religion, particulièrement le jour du vendredi. Ça fait partie de Sunnat Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Surat al-Kahf, de le lire vendredi, n'est-ce pas, matin, ça a un effet bénéfique. Surtout, il est recommandé de lire, n'est-ce pas, dans la maison. Donc, puisqu'en général, lorsque le Coran est récité dans une maison, c'est la tranquillité et la quiétude qui descendent, n'est-ce pas, dans la maison. Les versets allant dans des siècles différents, cette sourate a une véritable lumière pour ses lecteurs. L'un des sahaba récitait, n'est-ce pas, Surat al-Kahf, n'est-ce pas, dans un vendredi. Il y avait un cheval qui avait du mal à se calmer. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est tout ce qui descend comme ar-Rahma, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait agiter ce cheval. En lisant cela, Allah subhanahu wa ta'ala va faire descendre, n'est-ce pas, la tranquillité, n'est-ce pas, dans notre vie et dans notre famille, dans nos richesses, dans tout ce que nous avons. Plusieurs mérites au cours de sa lecture avec une bonne compréhension et méditation, conformément au récit prophétique dont je cite, « Quiconque la récite constamment sera éclairé jusqu'au jour dernier et verra ses péchés pardonnés de vendredi à un autre. » Restons toujours dans le cadre religieux pour parler cette fois-ci de la nécessité pour le musulman d'effectuer un bain rituel avant de se rendre à la mosquée le jour du vendredi. Suivons à présent ces quelques réactions au micro de Fatima Mohamed Ratanga. Jour de rassemblement pour l'adoration et la prière, le vendredi est un jour important pour le musulman. Le législateur a donc ordonné avec insistance aux musulmans de se laver lors de ce rassemblement pour qu'il soit bien présentable du point de vue de la propreté et de la purification. Quelques fidèles, mais aussi l'imam de la mosquée Ridouane d'Apostrophe nous en disent un peu plus. C'est très bien pour un musulman de faire le janaba avant de venir parce que c'est important, c'est pour te rendre prière propre, pour que tu puisses être à l'aise pour faire bien ta prière. Parce que la prière, Dieu aime les choses qui sont propres. Pour venir faire la prière, il faut être propre. Si un musulman veut aller à la mosquée, de faire le janaba, il se lave de le janaba pour aller. Mais ce n'est pas le janaba obligatoire, c'est le janaba de sunna lui qui peut faire. Parce que le jour de vendredi, c'est un jour qui est préféré, oui, par rapport aux autres jours. Bon, en ce qui concerne le lavage de vendredi, certains disent que c'est une obligatoire. C'est un avis. D'autres disent aussi que ce n'est pas une obligatoire. Mais cela ne veut pas dire lorsque quelqu'un ne fait pas un bain du vendredi que sa prière n'est pas acceptée. Lorsque quelqu'un, même si il n'a pas eu le temps, il est préférable qu'il se lave. Mais s'il n'a pas le temps de se laver et qu'il vient prier, cela, n'est-ce pas, n'annule pas sa prière est tout à fait correcte. Le musulman conscient et pubère qui effectue ce bain rituel est complimenté et récompensé, mais il ne sera pas blâmé ni châtié s'il ne l'effectue pas. Nous l'annoncions en titre, clôture ce matin du Forum panafricain pour la culture de la paix en Afrique, cadre choisi, le palais Omar Bongo Ondimba du Sénat, bien sûr, en présence des membres du gouvernement et des représentants des organismes internationaux, mais également nationaux. Fatima Chitanda sur les images de Isiak Boudora Fafoumi. Initié conjointement par la Fondation Omar Bongo Ondimba et la Commission nationale gabonaise pour l'UNESCO, le Forum panafricain jeunesse et culture de la paix a connu son épilogue ce jour.
C'est en présence de plusieurs personnalités nationales et internationales, parmi lesquelles le ministre congolais de la Jeunesse et des Sports, les représentants de l'UNESCO, dont le célèbre acteur américain Forest Whitaker, pour soutenir les jeunes leaders face aux défis de promotion de la culture de la paix en Afrique. Je voudrais formuler le vœu de voir ces échanges au sein des ateliers et des conclusions de cette rencontre qui, durant 2 jours, ont justement permis aux jeunes de prendre leur destin, de déboucher sur ce qui devra constituer le fondement de l'état d'esprit de notre jeunesse, la jeunesse africaine d'aujourd'hui et de demain. Car comme nous le savons tous, les actes que nous posons aujourd'hui et la manière dont nous vivons en société traduisent également la manière dont s'inscriront les premières lignes de l'histoire future de notre nation, de notre continent. Pour coller au chapitre réservé aux allocutions, l'acteur américain, par ailleurs ambassadeur de la paix et de la réconciliation à l'UNESCO, s'est tout de même réjoui pour l'initiation de ce rendez-vous. Merci à la Fondation Omar Bongo Ondimba pour l'initiative de ce forum. Il serait important que les humains s'interconnectent à tous les niveaux de la société pour la construction de la paix en Afrique et partout dans le monde. De manière individuelle, il nous revient de cultiver la paix, identifier les initiatives, travailler à développer les réseaux de telle sorte que les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, soient utilisés dans la résolution des conflits. De telles plateformes du donner et du recevoir doivent inciter une majorité de l'opinion à taire les querelles visant à déchirer le continent africain pour que l'Afrique parle d'une seule et unique voix. Les jeunes au centre des grandes thématiques telles que la culture de la paix en Afrique, ils étaient nombreux, venus de différents coins du continent, en vue à leur tour de prendre les rênes de leur destinée. Retrouvons à nouveau dans ce reportage Fatih Machitonda de notre rédaction. Je suis l'Afrique de l'Est. Je suis fière de ce dont la nature m'a doté. Je suis l'Afrique de l'Ouest. Je suis fière de mon histoire. Je suis l'Afrique centrale. Afrique centrale. Afrique du Nord. Afrique du Nord. Afrique du Nord. Orgueil mal placé, vous ne pouvez pas me reconnaître. Mais qui êtes-vous enfin? Je suis l'Afrique pacifique et prospère. Non à une Afrique divisée et désunie. Tel est le cri de cœur des jeunes du lycée Immaculée Conception de Libreville. Sketch à travers lequel les participants au Forum panafricain de la jeunesse sur la culture de la paix en Afrique étaient tous unanimes. Outre le côté divertissement instructif, ce fut aussi une plateforme d'échange qui, durant 2 jours, a permis à ces jeunes venus de divers horizons d'Afrique de prendre à bras le corps les rênes de leur destinée, d'où l'invite par cette jeunesse à la réflexion sur certaines questions. Comment admettre que notre sous-sol recèle les plus grandes richesses minières, fauniques, halieutiques et la flore la plus diversifiée qui soit au monde et que nous comptons toujours parmi les plus pauvres? Comment comprendre que dans les années 60, le PIB du Ghana était supérieur à celui de la Corée du Sud? La misère était assimilée à la Chine, la misère était assimilée à l'Inde. Mais aujourd'hui, ces pays sont devenus des pays émergents alors que l'Afrique tire toujours le diable par la queue. Voici les questions que nous allons nous poser si nous voulons réellement le développement de l'Afrique. Ces questions, aussi pertinentes soient-elles, justifient à mon sens l'essence et la quintessence même de notre forum. Car les défis de la guerre civile dans plusieurs pays, la montée fulgurante du chômage des jeunes, la paupérisation des milieux ruraux, les ajustements structurels très peu favorables à l'émergence d'une économie florissante sont autant des problèmes et des obstacles que doit vaincre la génération actuelle, tant celle du continent que celle de la diaspora.
Rappelons au passage que ce forum initié par la Fondation Ali Bongo Ondimba verra récompenser les meilleurs projets, d'où la création d'un prix international Jeunesse Culture de la Paix destiné à récompenser et encourager les institutions publiques ou privées, établissements scolaires et universitaires, associations, organisations des jeunes travaillant pour la culture de la paix. À toutes fins utiles, la Fondation Omar Bongo Ondimba a désormais à sa tête Michel Isongue, celui-là qui devra présider aux destinées de la dite fondation. Le prélèvement excessif des taxes de la part de la municipalité est à l'origine de mécontentement des femmes commerçantes du marché d'Akébé, qui en appellent d'ailleurs à une révision du dit prélèvement pouvant permettre à ces dernières de répondre favorablement aux exigences de la mairie de Libreville. Daniel Adriana Nzengue de notre rédaction. Difficile pour les femmes commerçantes du marché d'Akébé qui ne savent plus où donner de la voix. C'est du moins le constat qui ressort au sein de cet espace commercial. En effet, semble-t-il, les occupantes se sentiraient débordées pour cause le prélèvement des taxes journalières de la part de la municipalité qui ne serait pas du tout du goût des mêmes locataires de ce marché. Ça me dérange parce que je vends au soleil. Regarde, sous la pluie, sous le soleil. Oui, c'est comme ça me dérange. 500 par les taxes qu'on donne, on vend debout. Sous le soleil, sous la pluie. C'est là que ça dérange. Mais nous, on balaye. La mairie prend l'argent, pourquoi? Il ne balaye pas. Seulement, il prend seulement l'argent. Nous, on paye les gens qui balayent. Nous, on paye les gens qui balayent. Nous, on paye les taxes. Mais la mairie fait quoi? Seulement prendre l'argent seulement. Mais c'est beaucoup cher. 500, c'est trop. On vend les feux 5 francs. Quand on nous demande de payer la taxe 500, ça nous coûte cher. Beaucoup cher, papa. Nous, on veut que la mairie balaye pour que nous, on ne paye plus les gens qui balayent. Le travail de la mairie, c'est quoi? De faire la ville propre, non? Mais comment nous on va balayer et puis on va leur donner l'argent cadeau. Nous on veut qu'ils envoient les gens pour balayer et puis nous on leur donne l'argent. Bon, le message qu'on peut lancer à la mairie, c'est que madame la mairesse, elle doit essayer de revoir ça. Parce qu'en ce moment, le commerce ne passe plus. Il n'y a plus de clients. Ça, ce n'est plus comme avant. Bon, maintenant qu'ils insistent que nous on doit toujours payer les tickets. Et ça devient tous les jours. Lorsqu'il n'y a pas les timbres à la mairie, ces femmes-là prennent 100 francs ou 250 à eux-mêmes pour leur poche. Et nous ne sommes pas d'accord pour ça. Et lorsqu'on essaye d'intervenir, ils vont appeler la police qui se trouve derrière pour venir parler ça. Donc ça, c'est un cas où madame la mairesse elle-même doit venir sur le terrain et essayer de voir ça. Le prélèvement des taxes reste une obligation pour l'institution municipale. De fait, les uns et les autres devraient s'aligner. Du reste, la municipalité, au-delà de tout ceci, doit mettre un accent sur l'entretien de nos marchés qui n'en demandent pas trop. Faisons un tour du côté de la justice. Après s'être constituée partie civile, la frange de l'opposition gabonaise ayant saisi les tribunaux pour la violation du serment et autres griefs par le chef de l'État. Le tribunal de première instance de Libreville par le truchement du procureur de la République, après avoir examiné minutieusement et en toute impartialité, rend ici son verdict. Reportage. Le tribunal a rendu donc une ordonnance de refus d'autorisation d'assigner. Ordonnance de refus d'autorisation d'assigner, en fondant sa décision sur 2 éléments fondamentaux: l'irrecevabilité de la procédure et surabondamment l'incompétence de la juridiction saisie par les requérants. S'agissant de l'irrecevabilité, il y a une maxime en droit qui dit que pour actionner le tribunal, il faut un intérêt. Autrement dit, il n'y a pas d'action sans intérêt. Pas d'action, pas d'intérêt. C'est dans cette logique d'ailleurs qu'un groupe de personnes ayant un lien juridique et donc une personnalité juridique peut saisir le tribunal parce qu'ayant un intérêt commun. En l'espèce, les sieurs Adjaïno et consorts, n'ayant pas un lien juridique, donc une personnalité juridique avec un intérêt commun, ne pouvaient, ne devraient donc pas saisir le tribunal puisque vraisemblablement les intérêts étaient multiples.
Dans ce genre de circonstances, le président du tribunal ou le tribunal ne pouvait donner droit donc à les requêtes. Parallèlement, ne peut saisir une juridiction pour les faits dénommés de haute trahison que les membres de l'Assemblée, les membres du Sénat, représentant les 2/3 du Parlement, pour les faits dénommés ci-dessus, c'est-à-dire pour haute trahison et violation du serment. Étrangers cette fois-ci, plusieurs centaines de milliers de Nigériens ont fui les attaques des insurgés islamistes de Boko Haram dans le nord-est du pays. À Yola, capitale de l'État d'Adamawa, jusqu'à présent en état d'urgence. Des vagues de déplacés affluent avec l'avancée des islamistes sur plusieurs villes de la région. Reportage l'AFP. Derrière ces grilles, plusieurs centaines de Nigérians ont trouvé refuge. Installés dans ce camp à Yola, dans le nord-est du Nigeria, ils ont tous fui leur village pris d'assaut par les insurgés de Boko Haram. Rebecca est arrivée ici il y a 1 mois. Boko Haram a tué 2 de ses 4 enfants. Ces 3 dernières années, nous avons souffert des attaques des insurgés. Récemment, nous avons été chassés de notre village. Nous avons couru à travers la brousse pour arriver dans ce camp. Ils ont tué beaucoup de monde et brûlé nos maisons. Dans le camp, les conditions sont précaires, mais la sécurité est là. Les villes tenues par Boko Haram sont à une centaine de kilomètres et Yola n'a jamais été visée par le groupe islamiste jusqu'à présent. Dans le dortoir des hommes, l'épuisement est palpable, l'avenir incertain. Ayouba vendait des bibles à Moubi. Il a fui quand il a vu l'armée battre en retraite face à Boko Haram. Les militaires à Moubi ne pouvaient pas nous défendre. Après l'arrivée de Boko Haram, les militaires nous ont abandonnés, ils sont partis. C'est pourquoi tout le monde a quitté Moubi. Près de 400 000 déplacés ont rejoint Yola et ses environs. Pour leur venir en aide, des ONG et les communautés religieuses s'organisent. À la cathédrale de Yola, une distribution de vivres est organisée chaque semaine. Sur une base hebdomadaire, nous invitons ceux qui vivent ici avec leurs familles et leurs amis à venir chercher de la nourriture. Cela leur permettra de nourrir une famille de 5 personnes pendant 1 semaine. Tous ces déplacés attendent avec impatience de pouvoir rentrer chez eux, mais l'armée nigériane n'arrive toujours pas à mater le groupe islamiste. Les violences ont jeté sur les routes plus d'1 500 000 personnes et près de 13 000 sont mortes depuis le début de l'insurrection en 2009. En Afrique du Sud, une marche en hommage à Nelson Mandela a été organisée à Pretoria ce week-end. Fatima Chitanda, commentaire. Plusieurs centaines de Sud-Africains ont participé à une marche du souvenir en hommage à l'ancien président Nelson Mandela ce samedi 13 décembre à Pretoria. Nous voulions nous aussi célébrer l'héritage de Tata, ce qu'il a fait pour la liberté en Afrique du Sud. Nous profitons de l'héritage qu'il nous a légué. Nous avons besoin de réfléchir à tout ce qu'il a fait, ce qui lui est arrivé, ce qu'il a enduré et ce à quoi il nous a permis de croire. En République démocratique du Congo se tient la première édition de la Biennale d'art contemporain, regroupant plusieurs artistes venus d'horizons divers. Reportage de Fatima Chitanda sur les images de l'AFP. En République démocratique du Congo, les artistes peintres, dessinateurs, photographes, sculpteurs venus de plusieurs continents participent à la première édition de la Biennale d'art contemporain de Kinshasa. Au niveau de l'Afrique, par rapport au talent, par rapport à la qualité du travail artistique, au niveau de la musique, notre musique fait danser le monde, au niveau de l'art plastique, on arrive à bouger le monde. Il était temps que cette ville ait un événement de renom et de qualité ici sur place pour pouvoir dire voilà ce que nous sommes, voilà ce que nous faisons, voilà qui nous sommes, dont Yango, qui veut dire c'est ça. Ça permet à beaucoup de gens de connaître nos œuvres, nos créations. Et en plus, ça ouvre aussi les yeux à la population. Parce que quand on parle artiste,
on parle plus de musiciens. Koffi Olomide, Werason, Youssou N'Dour, voilà. Mais au moins ici, on parlera des plasticiens. Ça représente l'aspect social, politique de la Congo. Effectivement, c'est différent que l'art chinois. Je vous invite dès à présent à suivre le reste de cette actualité, mais juste en bref. Négociations prolongées à Lima. La conférence de l'ONU s'est poursuivie samedi matin alors qu'elle devait s'achever vendredi soir après 2 semaines de discussions. Objectif, poser les bases d'un accord pour limiter le réchauffement climatique qui pourrait être signé à Paris en 2015. Thierry Lepan sur la sellette. Malgré le scandale du coût des travaux de rénovation de son appartement et de son bureau, le secrétaire général de la CGT refuse toujours de démissionner. Mais la puissante fédération CGT de la fonction publique réclame sa tête et son sort pourrait être scellé lundi lors d'une réunion de la centrale. Menace au virus Ebola à Saint-Denis de la Réunion. Une pharmacienne a été hospitalisée vendredi en raison d'une forte fièvre survenue au retour d'une mission humanitaire en Afrique de l'Ouest. Il faudra toutefois attendre lundi et les résultats des tests pour confirmer ou non la présence du virus mortel. Afflux record à Kerbala. Des millions de musulmans chiites commémorent la fin des 40 jours de deuil après l'anniversaire de la mort de l'imam Hussein. Cette fête a pris cette année une dimension politique avec la montée en puissance des djihadistes sunnites du groupe État islamique. Elvis is not dead. Du moins, pas pour les visiteurs de cette exposition sur Elvis Presley, qui rassemble pas moins de 300 objets personnels du roi du rock'n'roll. À travers ses habits de scène ou ses Cadillacs, l'exposition tente de retracer la personnalité exceptionnelle de la star américaine décédée en 1977. C'est par ce monde en bref que nous marquons un terme à cette édition d'information. Merci d'être resté parmi nous. Sachez que le paradis d'un enfant se trouve sous les pieds de sa mère. Bonne suite de programme sur Nour TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.